Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais aussi remercier le gouvernement andorran de m'avoir invité ce soir à présenter mes idées sur des problématiques de comment lutter efficacement contre le changement climatique. Je pense que c'est une question tout à fait fondamentale. Je voudrais profiter aussi de l'estrade qui m'est offerte pour faire un peu de publicité sur mes travaux, en plus de ceux qui viennent de m'être faits. D'abord, pour ceux qui sont intéressés pour les aspects plus scientifiques, techniques, aujourd'hui, rassurez-vous, je ne mettrai pas d'équation sur la table. Vous avez mon bouquin que j'ai sorti en 2012 à Princeton University Press qui parle au fond, quelles sont nos responsabilités envers les générations futures, comment se projeter, comment construire des mécanismes d'évaluation des politiques publiques qui intègrent un sens rationnel de nos responsabilités envers cette génération future. Évidemment, la problématique du changement climatique est tout à fait centrale. Et rassurez-vous, les montagnes qui se trouvent derrière sur la couverture de mon bouquin, ce ne sont pas les Pyrénées, parce que je ne connais pas d'oléoduc qui les traverse comme de cette façon aussi épouvantable que cela. Sur la droite, vous avez le 5e rapport, le volume 3 en fait, du 5e rapport du GIEC, IPCC en anglais. J'ai participé dans ce volume 3 au chapitre 3 qui traite des questions éthiques et morales du changement climatique et donc en particulier ces questions de responsabilité envers les générations futures. Et puis finalement, on m'a dit que sur le site de cette conférence, il y avait une copie de l'article que j'ai publié l'an dernier avec Jean Tirole en préparation de la COP21. Jean Tirole est mon collègue de la Toulouse School Economics qui a obtenu en 2014 le prix Nobel d'économie. Voilà pour la publicité. Donc, je suis un économiste. J'ai un passé d'ingénieur, mais aujourd'hui, je vous parle en tant qu'économiste et un économiste qui a consacré les 15 à 20 dernières années de sa carrière, il m'en reste encore une petite quinzaine, sur les problématiques de, au fond, comment gérer le changement climatique, comment lutter contre ces effets, comment réduire les émissions de CO2. Alors, évidemment, pour répondre à cette question-là d'un point de vue économique, il faut évidemment commencer par comprendre les questions plus climatiques, physiques du problème. Et je me limiterai ici au plus strict minimum, puisque vous l'avez compris, je ne suis pas légitime pour vraiment parler de ça, même si je discute beaucoup avec mes collègues climatologues, océanographes et autres sciences en lien avec le problème climatique. Vous voyez sur ce transparent, un transparent tout à fait essentiel qui vous montre comment la température moyenne de la Terre a évolué depuis pratiquement un millénaire. Et donc, c'est ce qu'on appelle la courbe du stick de hockey, puisqu'elle en a la forme. Et essentiellement, on n'a pas de changement de la température moyenne de la Terre pendant 800 ans. Et puis, depuis qu'on émet du CO2 de façon beaucoup plus massive, en brûlant du charbon, et puis plus récemment du pétrole et du gaz, on a une augmentation extrêmement importante de la température moyenne de la Terre. On a augmenté la température moyenne de la Terre par rapport à l'ère pré-industrielle de plus de 1 degré aujourd'hui. Et comme vous voyez, les anticipations du GIEC pour cette évolution ne va pas dans la bonne direction. Alors, ce transparent est un peu plus compliqué à comprendre. Il se rapproche un petit peu des questions économiques. Il introduit de l'incertitude dans le problème. Nous savons tous aujourd'hui, pratiquement tous, on est à peu près tous d'accord aujourd'hui pour dire que les changements climatiques que nous observons aujourd'hui sont d'origine humaine, mais il reste encore énormément d'incertitudes sur quelle est l'intensité de ce phénomène. On en saura plus sans doute parce qu'on fait des progrès très importants dans les sciences climatiques et puis on observe au jour le jour comment nos climats sont en train d'évoluer et donc dans 10 ou 20 ans on en saura beaucoup plus, mais aujourd'hui on a encore pas mal d'incertitudes sur un élément, par exemple les climatologues parlent de sensibilité climatique qui est de combien la température moyenne de la Terre va-t-elle augmenter lorsque vous doublez la concentration de CO2. Alors on n'en est pas encore à doubler, je vous rappelle que, alors je ne sais pas si je vous rappelle, en tout cas
je vous indique qu'avant l'ère industrielle, la concentration de CO2 dans l'atmosphère était autour de 280 parts par million, ppm. Donc on était à 280 et en 2014, on a franchi la barre de 400 ppm. D'accord. On me demande de parler moins vite pour la traduction. Et donc, depuis 2014, on a franchi la barre de 400 ppm par million de CO2 dans l'atmosphère. Donc, une très importante augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Aujourd'hui, on augmente chaque année cette concentration de 2 à 3 ppm. Donc, on n'a jamais autant émis de CO2 que cette année-ci. Peut-être que la réduction de la croissance économique en Chine va un petit peu ralentir cela, mais fondamentalement, on est dans un trend qui est le plus rapide qu'on ait jamais connu. Ça fait quand même 30 ans qu'on vous parle de lutte contre le changement climatique. Néanmoins, aujourd'hui, on n'a jamais émis autant de CO2 sur cette planète que depuis 12 mois. Donc, quelles sont les conséquences de cette augmentation de la concentration de CO2 sur la température moyenne de la Terre? Et c'est là qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Donc aujourd'hui, on est autour de 400 ppm et on se dit que si on parvenait à rester bloqué à 400 ppm pour toujours, eh bien, on pense que la température moyenne de la Terre augmenterait de plus ou moins 2 degrés centigrades avec une incertitude. Et vous avez sur ce tableau, sur la barre rouge du haut, vous avez un intervalle de confiance à 90% qui vous dit en fait c'est 2 degrés, mais en fait ça pourrait être, il y a 5% de chance que cette température moyenne de la Terre augmente de plus de 3 degrés pratiquement. Il y a aussi une probabilité de 5% que cette température finalement n'augmente pas tant que ça, que cette augmentation soit inférieure à 1 degré. Mais en moyenne, aujourd'hui, si on parvenait à bloquer cette concentration à 400 ppm, eh bien, on augmenterait en moyenne la température moyenne de la Terre de 2 degrés. Évidemment, on ne va pas réussir à bloquer aujourd'hui ces concentrations, même si l'accord de Paris devait se réaliser, eh bien, on va encore augmenter la concentration pendant un certain nombre d'années. Ce n'est qu'à partir, si cet accord est réellement réalisé, qu'à partir des années 2050-2060, que cette concentration va commencer à baisser. Donc aujourd'hui, on pense qu'on va plutôt, si on parvient à être suffisamment ambitieux dans cet accord, on va plutôt aller vers des concentrations de 450 550 ppm par million de CO2 équivalent. Et vous voyez qu'en conséquence, l'augmentation de la température moyenne de la Terre sera sans doute beaucoup plus importante que 2 degrés. Alors, vous voyez, quand aujourd'hui le GIEC, l'ONU a demandé au GIEC de faire écrire un nouveau rapport qui serait un rapport avec un objectif de limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré. Alors, j'ai refusé de participer à la rédaction de ce rapport parce que je pense que c'est un pur effet de manche. Il est totalement impossible aujourd'hui d'imaginer qu'on va, sauf si on a vraiment beaucoup de chance, de limiter cette augmentation de température à 1,5 degré. Alors, vous avez certainement entendu aussi parler, au-delà des rapports du GIEC, il y a eu un rapport en 2007 qui a été publié quelques mois avant le rapport numéro 4 du GIEC, qui était le rapport de mon collègue Nicolas Stern de la London School of Economics, qui lui a eu une volonté d'une approche beaucoup plus quantifiée des conséquences. Le comité autour, présidé par Nicolas Stern, a essayé de donner des chiffres qui est, mais si on continue sur cette trajectoire, quel sera l'impact économique, et plus seulement climatique, de ces changements climatiques. Et vous avez sur ce transparent un des tableaux essentiels de ce rapport de 2007 qui vous dit quelle va être la perte du PIB mondial, exprimé en pourcentage du PIB mondial, qui va évidemment, on espère, le mot évidemment est un peu excessif, mais on espère qu'il va y avoir une croissance économique dans les décennies et les siècles à venir, et de cette croissance économique va être réduite par les conséquences du changement climatique. Et la question que pose Stern était de savoir quelle va être quantitativement, de façon monétaire, de façon mesurée en pourcentage du PIB mondial, quel allait être ce dommage climatique.
climatique. Et vous avez donc cette courbe rouge qui vous donne l'évolution espérée des dommages exprimés en pourcentage du PIB mondial. Et vous voyez que, par exemple, dans ce rapport, on pense que la perte de PIB mondial en 2200 sera autour de 13,8%. 13,8%, 14, disons, simplifions, 14% du PIB mondial, c'est tout à fait important, en particulier si on met ça en parallèle à l'observation de Nicolas Stern, qui lui a cherché aussi à quantifier les coûts de la lutte contre le changement climatique. Si on mettait en place une politique de lutte contre le changement climatique en transformant, en mettant en rebut nos centrales au charbon, en remplaçant des voitures très polluantes par des voitures moins polluantes, etc., eh bien, qu'est-ce que ça coûterait en pourcentage du PIB? Et il pense qu'avec 1% ou 2% du PIB mondial et dépensé chaque année, on pourrait éliminer tout cela. Et donc, on a à choisir entre mettre aujourd'hui, dépenser un coût de transition écologique et climatique de 2% par an pour éviter de perdre à plus ou moins long terme du dommage climatique qui pourrait se situer autour de 10, 15, 20%. Et vous voyez aussi une incertitude. La zone grisée vous donne aussi des intervalles de confiance à 90% de ce dommage climatique. Donc vous voyez que là aussi, on a beaucoup d'incertitudes encore sur ces dommages. Évidemment, c'est un sujet difficile. Déjà, c'est très difficile d'estimer l'impact de l'augmentation de la concentration de CO2 sur l'augmentation de la température de la Terre. C'est aussi extrêmement compliqué de mesurer l'impact de l'augmentation de la température de la Terre, de l'atmosphère en fait, sur les activités économiques, sur les dommages à l'activité économique, sur la perte de bien-être, parce qu'il va y avoir plus de malaria, il va y avoir des gens qui vont mourir parce qu'il y aura plus de cyclones, et des villes vont se retrouver sous eau parce que le niveau de la mer va augmenter. Il faut mesurer, il faut quantifier cela. Il y a énormément d'incertitudes sur ces différentes dimensions, et donc d'où cette très importante incertitude que vous retrouvez dans la zone grisée de ce tableau. Alors, je vais passer ce tableau qui est un peu difficile. Et donc, vous voyez qu'il y a un message extrêmement positif de ce que je viens de vous montrer. Si on ne fait rien, ça sera la catastrophe, mais on peut faire des choses, et en faisant des choses, on réduira massivement ces impacts négatifs de cette évolution climatique. Ça ne coûterait que 1 ou 2% du PIB mondial pour éliminer ces dommages extrêmement négatifs, mais qui se produiront dans un avenir plus ou moins lointain. Néanmoins, ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre, parce que nous sommes aujourd'hui 7 milliards d'êtres humains sur la Terre, et nous avons d'autres, et en particulier dans les pays en voie de développement, nous avons d'autres sujets d'inquiétude que le climat, qui sont plutôt des choses qui se produiront dans un avenir plus ou moins lointain. Et c'est un luxe de pouvoir se projeter sur un avenir lointain. Il y a des gens sur Terre qui ont des inquiétudes pour savoir ce qu'ils vont manger ce soir. Et donc, c'est un challenge de mettre tout le monde d'accord sur cette planète, à Paris ou ailleurs, sur des efforts collectifs pour atteindre cet objectif commun. Alors, c'est d'autant plus un challenge qu'il y a un certain nombre d'États qui bénéficient d'une rente pétrolière, d'une rente d'énergie fossile, qui est, quand vous vendez du pétrole à $50 le baril, alors que ça vous coûte $2 le baril de l'extraire du sol, eh bien, vous mettez $48 dans vos poches pour faire des tas de choses intéressantes. Et donc, vous avez bien compris que pour lutter contre le changement climatique, il faut empêcher de brûler ce pétrole, il faut empêcher de brûler ce carbone contenu non seulement dans le pétrole, mais aussi dans le gaz et dans le charbon. Or, nous avons encore des réserves extrêmement importantes de ces ressources fossiles. Vous avez sur ce tableau, pour le gaz, le pétrole et le charbon, les réserves qui ont déjà été consommées, celles qui vont être en bleu foncé, en bleu clair, les ressources qui vont être consommées, on le pense, dans les 100 prochaines années, et puis en orange, ce qu'il faudrait ne jamais brûler. Parce que vous avez bien compris que si on est déjà passé de 280 à 400 parts par million de CO2, en brûlant ce qui est en bleu foncé, si on brûle aussi ce qui est en bleu clair d'ici la fin du siècle, on va augmenter de façon très importante la concentration de CO2. Mais si on brûle aussi ce qui est en orange, ce qu'on voudrait laisser à jamais sous terre,
eh bien, on atteindrait, si on brûlait ça, on atteindrait des concentrations de CO2 qui pourraient être de l'ordre de 1000 ppm. Et si vous vous souvenez des quelques transparents antérieurs, avec 1000 ppm de concentration de CO2, ben, la température, elle sera de plus 7, plus 8, plus 9, plus 10 degrés, qui sait. Aucun scientifique aujourd'hui n'est capable de vous dire qu'est-ce qui se passerait sur Terre si on passait à 1000 ppm de concentration de CO2. Et donc le sujet, c'est il ne faut pas brûler, il faut définitivement faire en sorte que l'Arabie saoudite, la Russie, tous ces pays extrêmement riches en ressources fossiles disent « Ah ben non, on ne va pas les brûler ». Évidemment, il faudra leur tendre le bras. Et jusqu'à nouvel ordre, on n'a pas les moyens de leur faire cela de façon militaire. J'espère qu'il ne faudra pas le faire. Il faut le faire de façon économique. Et donc, il faut réfléchir à l'économie du non-brûlage de cette ressource qui, aujourd'hui, est extrêmement bien valorisée par les marchés financiers, qui est extrêmement utile pour ces pays riches en énergie fossile, pour se développer, pour produire des pétrodollars, pour produire de la croissance dans ces pays riches en pétrole. Donc le challenge est extrêmement complexe. Et vous avez ici sur ce tableau, donc il faut se coordonner, il faut travailler ensemble pour y arriver. Ça ne sert à rien que l'Andorre, et je sais que le gouvernement andorran est extrêmement ambitieux dans sa politique environnementale, mais ça ne sert à rien que l'Andorre y aille tout seul. Il faut évidemment y aller de façon coopérative, de façon coordonnée avec les autres pays. Et vous avez sur ce tableau ici une idée de le poids en émissions de CO2 des différents blocs économiques du monde. Vous voyez que, évidemment, donc en bleu foncé, vous avez les émissions annuelles actuelles de ces différents pays, la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, et vous avez les perspectives de croissance de ces émissions d'ici à 2030. Je vous rappelle, par exemple, que la Chine, dans l'accord de Paris, n'a aucun engagement à réduire ses émissions de CO2. Aujourd'hui, dans ses promesses, la Chine promet de commencer à réduire ses émissions de CO2 à partir de 2030. Donc d'ici là, elle va sans doute encore massivement augmenter ses émissions pour se développer. Et vous voyez que les États-Unis, l'Europe, eux, vont être beaucoup moins croissants en émissions de CO2. On espère que l'Europe va baisser ses émissions de CO2. C'est son engagement dans les accords de Paris. Et il y a d'autres pays en développement qui vont émerger comme de grands émetteurs de CO2 parce que leur population est en croissance, parce que leurs économies sont en croissance. Et tous ces pays doivent se mettre d'accord pour réduire leurs émissions de CO2. OK. Alors, faisons un petit peu d'économie maintenant, si vous voulez bien. Donc, les émissions de gaz à effet de serre produisent une externalité ce que les économistes appellent une externalité globale. Une externalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous achetez du pain et que vous consommez du pain, vous en tirez un bénéfice personnel et vous payez un coût qui est le prix que vous achetez le pain auprès de la boulangerie. Vous ne produisez pas d'externalité, il y a des bénéfices qui vont vers le boulanger, qui reçoit une recette de sa vente de son pain et qui va pouvoir en faire quelque chose, mais c'est pour un service rendu qui est la production de ce pain. Et vous, consommateurs qui consommez ce pain, vous allez payer un prix qui correspond, si les marchés sont efficients, au coût marginal pour le boulanger d'avoir produit ce pain. Quand vous prenez votre voiture et que vous roulez en voiture, vous avez un bénéfice, vous vous rendez sur votre lieu de travail 100 fois plus vite que si vous deviez y aller à pied. Vous payez pour ce service, vous avez acheté votre voiture et puis vous avez payé l'essence, mais il y a un truc que vous n'intégrez pas dans votre calcul, qui est vous émettez du CO2. Et ce CO2 va aller dans l'atmosphère et cette atmosphère va se réchauffer pendant 200 ans à cause de ça. Et ce réchauffement va générer des pertes pour autrui. L'Indonésien, le Belge d'aujourd'hui et dans 200 ans. Et ça, vous n'en tenez pas compte, vous n'avez pas d'incitation à en tenir compte puisque vous n'en payez pas le prix. Il n'y a pas de système de responsabilité, on ne va pas vous traîner en justice pour vous dire « Ah, mais vous avez généré un cyclone en 2075 aux Philippines ». Ça ne va pas se faire. Vous savez que ça ne va pas se faire. Donc, vous n'avez pas de contrainte, vous n'avez pas d'incitation à tenir compte, à intégrer ce dommage que vous êtes en train de créer pour autrui en émettant CO2. Donc, c'est une externalité globale. Et cette externalité globale, elle est d'autant plus compliquée à gérer
que ce dommage que vous allez gérer, vous allez le produire, il va se produire dans un siècle ou dans 2 siècles. Hein, rappelez-vous, le transparent de Nicolas Stern, il ne se passe rien à court terme. D'ici 2100, les dommages, oui, on va avoir des trucs pas sympas, mais le plus gros des dommages, c'est nos arrière-petits-enfants qui vont les porter. C'est dans très longtemps. Et donc, il y a un vrai problème politique, parce que le politicien, lui, il a envie de se faire élire. Excusez-moi, messieurs les ministres, mais qui élit les ministres? Mais c'est les citoyens du Cru, de la vallée d'Andorre, et pas la génération de vos arrière-petits-enfants. C'est vous, aujourd'hui, qui élisez vos politiciens. Est-ce que vous avez nécessairement, quand vous élisez vos politiciens, est-ce que vous intégrez le fait que le politicien X que vous l'élisez, eh ben, il va faire plus d'efforts, vous inciter à faire plus d'efforts de lutte contre les émissions de CO2 pour le bénéfice de vos arrière-petits-enfants. Je pense que beaucoup de citoyens ont d'autres chats à fouetter et ne s'intéressent pas vraiment à ce qui se passe dans un siècle. Conséquence, eh bien, les politiciens d'Andorre, des États-Unis, de Belgique ou de France n'ont pas nécessairement les incitations à tenir compte du long terme quand ils prennent des décisions. Alors effectivement, il y a des pays qui, malgré tout, décident d'aller de l'avant parce qu'il y a de l'altruisme, il y a une image, il y a une volonté quand même altruistique intergénérationnelle pour améliorer le bien-être, et donc il y a des choses qui se font. Il y a certains pays, il y a certains gouvernements, comme celui d'Andorre et un certain nombre d'autres, je pense en particulier à la France, qui sont en pointe sur la lutte contre le changement climatique, mais néanmoins, ça reste un problème extrêmement complexe parce que la plupart des pays ont finalement pas tellement envie de sacrifier, parce qu'il s'agit bien de sacrifier des choses. Hein. Remplacer une centrale au charbon par une éolienne, surtout si la centrale charbon elle n'a pas 10 ans, ça coûte de l'argent, ça coûte très très cher, ça augmente le prix du kilowattheure, et donc ça fait mal à l'économie. Hein, et donc, voilà, c'est une contrainte. Beaucoup de politiciens veulent penser sans contrainte. Donc, c'est un problème d'externalité globale, éloigné dans le temps, et c'est un sujet complexe, c'est un challenge pour notre génération actuelle qui est extrêmement hors norme, qu'on n'a jamais rencontré avant dans l'humanité, et qui vraiment est un sujet qui pourrait à terme mettre en danger même la survie de l'espèce sur cette planète. C'est un problème de passagers clandestins aussi, c'est-à-dire que même si on ressent le problème du changement climatique, on a envie que ce soit son voisin qui fasse l'effort plutôt que soi-même. Ouais. Vous voyez, moi, si je décide d'aller en vélo plutôt que prendre ma voiture pour aller au bureau, je ne veux pas tirer un bénéfice personnel à cela. Alors, peut-être que je vais un peu maigrir, et c'est sans doute une bonne idée, c'est un autre sujet. Je ne tiens pas compte du fait qu'en roulant à vélo, je n'émets pas de CO2, et donc je donne des bénéfices à d'autres gens présents et futurs. Et donc c'est un problème qu'on appelle en économie le problème du passager clandestin. Chacun autour de la table a envie que ce soit son voisin qui fasse l'effort plutôt que soi-même. Et donc ça conduit à un problème qu'on appelle de tragédie de commun, c'est-à-dire que personne ne fait rien finalement, et c'est la catastrophe pour tout le monde. Et c'est ce qu'on voit. Hein. Je vous rappelle, la conférence de Rio, c'est début des années 90. Hein. Et depuis ce moment-là, on sait qu'on a un problème. Et les scientifiques ont renforcé cette vision de ce problème. Et pourtant, aujourd'hui, je vous rappelle qu'on n'a jamais autant émis de CO2 que cette année. Et je vous passe les différentes illustrations de cette tragédie des communs. Échec du protocole de Kyoto, échec de la conférence de Copenhague, échec du système de marché de trading des permis d'émission de CO2 en Europe, échec, parce que j'y reviendrai tout à l'heure, échec de l'accord de Paris, parce que je pense que dans l'accord de Paris, il n'y a aucun mécanisme crédible de lutte contre le changement climatique. C'est l'accord de Paris. Pour y croire, il faut croire à la bonne volonté des États, et je vous ai donné quelques éléments de réflexion sur ce sujet il y a quelques instants. Oups, je vais dans la mauvaise direction. OK. Alors, autre élément d'économie. Quand on a un problème de passagers clandestins, quand on a un problème d'externalité globale, les économistes, depuis les années 1920, c'est un collègue qui s'appelait Hotelling qui a pensé à ça.
la solution est simple. Si les gens ne tiennent pas compte dans leurs décisions au jour le jour des externalités qu'ils produisent à autrui, les dommages qu'ils produisent à autrui, par exemple en émettant du CO2, eh bien, c'est très simple. Il faut les forcer à réintégrer cet élément dans leur réflexion en envoyant un signal prix. Un prix, c'est-à-dire qu'il faut fixer un prix au carbone. Chaque personne, chaque agent économique, que ce soit un consommateur, une entreprise ou que sais-je encore, qui émet une tonne de CO2, eh bien, il faut qu'il paye le prix, il faut qu'il paye un prix qui soit égal au dommage que cette tonne de CO2 va générer à autrui. Et ce faisant, il va réintégrer dans cette décision ce dommage comme si c'était son dommage à lui-même, puisqu'il en paye le prix. Et d'ailleurs, si on constituait une cagnotte avec ce prix-là, avec tous ces prix collectés, eh bien, on pourrait indemniser les personnes qui sont victimes de cette augmentation de la concentration de CO2. Donc, il faut un prix, et ce prix, observez, il doit être unique. Une tonne de CO2 qui soit émise par une centrale au charbon, qui soit émise par une voiture à Paris ou à Andorre-la-Vieille, que cette tonne de CO2 soit produite n'importe où, n'importe comment, il va produire le même dommage à l'avenir dans sa planète parce qu'il va diffuser complètement. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec une pollution au cyanure ou au mercure dans nos rivières qui reste localisée, c'est beaucoup plus facile à gérer. Ici, on a une externalité qui est globale, et donc cette tonne de CO2, qui que soit qu'il émette, à quel endroit, n'importe quel endroit qu'on peut imaginer, va générer le même dommage, et donc il faut mettre le même prix. Donc il faut que l'Andorran, le Français, le Zaïrois, chaque fois que cette personne émet une tonne de CO2, eh bien, il doit en payer le prix. Et de cette façon, on recrée les conditions de l'efficacité économique, puisque chacun est incité à tenir compte de l'entièreté des dommages, de l'entièreté des conséquences, des impacts de ses actions sur la société. D'accord ? Donc, fixer un prix qui est égal à la valeur du dommage marginal. Il faut une assiette universelle, un prix uniforme. Il ne faut pas autoriser des passe-droits. Il ne faut pas protéger une industrie pour ceci ou cela. Il faut que tout le monde paye le même prix. Alors c'est simple, c'est transparent, ce n'est pas manipulable. Rien à voir avec toutes les autres politiques qui ont été mises en place en Allemagne, en France, en Espagne et aux États-Unis, qui consistent à subventionner la R&D verte, à subventionner certaines industries parce qu'on pense qu'elles vont être capables d'innover et de produire des choses plus ou moins bonnes pour le climat à plus ou moins longue échéance. Non, mettez un prix, annoncez un prix, disons 30 € la tonne de CO2 aujourd'hui, annoncer qu'elle va croître de 3% par an pendant les 50 prochaines années pour atteindre 200 € la tonne de CO2 d'ici 2050, et vous verrez les agents économiques réfléchir à comment faire pour, moi, vous, tout le monde, réduire nos émissions de CO2 de façon totalement décentralisée. On n'a plus besoin de gouvernement, le gouvernement doit juste être là pour se donner le signal prix. S'il consiste à donner une valeur aux choses, et il y a beaucoup de choses dans la société qui sont gratuites alors qu'elles coûtent à la société, c'est un élément important. Je me souviens d'une ministre de l'écologie française passée et en fait présent, Madame Ségolène Royal, qui parlait, lorsque j'ai essayé de l'inciter à mettre en place une taxe carbone en France, on en a une petite aujourd'hui, mais enfin elle n'est pas tout à fait efficace, on pourrait revenir si vous voulez, elle a dit non, moi je ne veux pas d'une écologie punitive. Mais c'est idiot évidemment, parce que ne pas mettre une taxe carbone en place, c'est punir les générations futures. D'accord ? Donc c'est extrêmement punitif de ne pas mettre une taxe carbone sur la table. Je vais vous donner ici, il me reste un quart d'heure. Okay. Je vais vous donner un exemple de mauvaise politique climatique. Je l'applique à la France. En 2010, et c'était vrai depuis un certain nombre d'années, mais je vais me concentrer en 2010 parce que j'ai écrit à ce moment-là un article dans Le Monde dont je vous donne juste la synthèse ici. En 2010, en France, pour inciter les ménages à investir dans les panneaux photovoltaïques, le gouvernement français s'est engagé à racheter aux consommateurs qui mettaient ces panneaux photovoltaïques sur leur toit, à racheter ces kilowattheures à un prix fixe pendant 20 ans, garanti.
Et ce prix était de 58 centimes le kilowattheure. 58 centimes le kilowattheure. Waouh! Alors, je vous donne, pour fixer les idées, ça coûte combien de produire un kilowattheure en France? Eh bien, si vous regardez le mix énergétique, vous faites la moyenne sur l'année, parce qu'il y a des beaux jours, des mauvais jours, où on peut utiliser l'éolien ou pas, ça coûte, et je prends une moyenne européenne, ça coûte 6 centimes. En Europe, ça coûte 6 centimes de produire un kilowattheure par un mix de nucléaire, d'éolien, de charbon, tout ce que vous voulez. Donc vous avez, l'État français a incité à produire de l'électricité à 58 centimes alors qu'on peut la produire à 6 centimes. Ah oui, mais vous allez me dire, ah oui, alors, évidemment, c'est une bonne idée, parce que ça peut potentiellement être une bonne idée, parce qu'en produisant des kilowattheures photovoltaïques, vous n'émettez pas de CO2. Et donc vous avez un bénéfice climatique à faire cette politique. OK, très bien. Regardons qu'est-ce que ça coûte pour le contribuable et le consommateur d'électricité français de faire cette politique. Eh bien, ce n'est pas difficile. C'est une règle de 3. En Europe, pour produire 1 kilowattheure, on émet 400 grammes de CO2. D'accord? Ça veut dire, vous faites le calcul, là, je vous l'ai dit, le surcoût de 58 moins 6, c'est 52. 52 centimes permet de sauver 400 grammes de CO2. Eh bien, ça fixe la tonne de CO2 à 1 300 € la tonne. Une tonne par cette politique-là, en France, le contribuable et le consommateur d'électricité français a payé 1 300 € la tonne de CO2. Alors, pour vous ainsi fixer les idées, un Français émet à peu près 8 tonnes de CO2 sur l'année. Et donc, si par cette politique-là, on voulait diviser par 2, par exemple, les émissions en France, 4 tonnes de CO2 fois 1 300, ça fait plus de 5 000 € par habitant. C'est dingue, c'est juste dingue. C'est d'autant plus dingue que lorsque vous comparez ces 1 300 € la tonne de CO2 à l'élimination, la valeur des dommages éliminés grâce à cette tonne de CO2 non émise. Donc ça, c'est un sujet, hélas, j'avais prévu des slides à la fin de ma présentation pour vous parler de ça. C'est essentiellement ce que je présente dans mon bouquin de Princeton University Press que je vous ai donné dans mon premier slide. Je n'aurai pas vraiment le temps de vous parler de ça, mais quand vous cherchez à valoriser les dommages, alors le problème quand vous émettez une tonne de CO2, cette tonne de CO2, par le cycle du carbone, va rester dans l'atmosphère pendant, disons, 200 ans. Et ça va générer des dommages marginaux pendant 200 ans. Et donc, quand vous éliminez cette tonne de CO2, vous éliminez des dommages pendant 200 ans. Et pour calculer la valeur de ce bénéfice écologique, eh bien, vous devez actualiser ces bénéfices futurs. Ça donne environ 30-40 € la tonne de CO2. En éliminant une tonne de CO2, en moyenne, globalement, étant donné les connaissances scientifiques d'aujourd'hui, on pense que ça permet d'économiser des dommages pour l'équivalent de 40 € d'aujourd'hui. D'accord ? Donc, par cette politique-là, on a demandé aux Français de payer 1 300 € la tonne de CO2 pour faire bénéficier les générations futures d'Indonésiens, d'Américains, de Russes et de Chinois de 40 €. Alors, même si je suis totalement altruiste et je valorise autant le bien-être des Chinois que du Français, payer 1 300 € pour récupérer 40 €, je suis désolé, il n'y a pas photo, quoi. Voilà, juste un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Moi, on propose tout simplement de ne pas faire ce genre de truc, simplement de dire chaque personne qui économise une tonne de CO2 qui ne sera pas émise, eh bien, il bénéficiera d'une prime, une réduction de taxes de 40 €. Et ce faisant, il sera incité à ou à ne pas installer des panneaux photovoltaïques sur son toit pour éviter de payer une électricité qui contraindra, elle, un surcoût lié au fait que cette électricité est produite par des sources qui nécessitent l'émission de CO2. Permettez-moi de vous parler, je terminerai les 10 dernières minutes qui me restent par cela, vous parler de façon un peu plus détaillée de ce que je pense de l'accord de Paris de décembre dernier. Je voudrais d'abord vous rappeler que le problème de la coordination internationale est particulièrement complexe.
Parce que c'est un problème où vous payez des coûts pour une chose dont les bénéfices sont diffusés sur l'ensemble de la planète présente et future. C'est un problème compliqué. C'est d'autant plus compliqué qu'un pays qui déciderait tout seul de faire un effort parce que ce pays est altruiste, finalement, serait confronté à une problématique qu'on appelle fuite de carbone, qui ferait que finalement, il ne se passera rien. Imaginez que, allez, Andorre, c'est vraiment... Je vais prendre la France, d'accord ? Imaginez que la France, toute seule, décide de mettre une taxe de 40 € la tonne de CO2 sur tout émetteur de gaz à effet de serre. Ça, les conséquences sont importantes. C'est une taxe supplémentaire. Alors, cette taxe supplémentaire va peut-être permettre de réduire les taxes sur le travail, et c'est certainement une bonne chose, étant donné le chômage auquel nous sommes confrontés en Europe depuis un certain nombre de décennies maintenant. Mais c'est une autre histoire. Oui, je reviens à mon mouton. Imaginez que la France toute seule décide de mettre une taxe ambitieuse qui va permettre de lutter contre le CO2. Ça va, les entreprises qui émettent beaucoup de CO2 pour produire des biens et services qu'ils exportent sur la planète entière, on va pénaliser ces industries. Elles vont payer plus cher. C'est un coût supplémentaire pour produire ces biens et services. Et donc, vous réduisez la compétitivité de ces entreprises par rapport aux autres entreprises dans les autres pays qui produisent les mêmes biens et les mêmes services et qui, elles, ne payent pas la taxe. Et donc, en net, qu'est-ce que vous allez voir ? Vous allez voir non seulement une perte de compétitivité du pays, donc une augmentation du chômage dans ce pays. Effectivement, elle va réduire ses émissions de CO2, mais en net, qu'est-ce qui va se passer ? La production de ces biens et services va se déplacer vers les pays qui émettent et dans lesquels il n'y a pas de taxe sur le carbone. Et en net, il ne se passera rien au niveau climatique, simplement il s'agit d'un transfert d'émissions de CO2 de l'Europe vers la Chine, et une perte d'emploi pour la France et un bénéfice d'emploi pour la Chine. Mais en termes climatiques, zéro. Parce que la France n'émet plus, c'est la Chine qui l'émet. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle le problème des fuites de carbone. C'est un problème extrêmement sévère qui rend encore plus compliqué le problème de la lutte contre la coordination de la lutte contre le changement climatique. Donc, en France, on arrive à Paris en novembre 2015. Les 200 pays, enfin un peu moins de 200 pays qui se réunissent pour essayer de se mettre d'accord. Vous avez compris que l'accord de Paris, c'est un accord dans lequel les pays, contrairement à ce qui s'était passé à Kyoto, qu'il faut bien le reconnaître, fut un échec lui aussi, les politologues qui ont travaillé sur ce sujet ont dit mais si Kyoto n'a pas marché parce que c'était coercitif, mais faisons à Paris quelque chose de non coercitif. Donc il faut croire en la bonne volonté des gens. Non seulement il faut croire en bonne volonté des gouvernements, il faut croire que les gouvernements futurs vont s'engager, vont accepter de respecter les engagements de leurs prédécesseurs, ce qui est un problème. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est même tout à fait clair que si Trump est élu, heureusement il ne le sera pas, eh bien les accords de Paris sont morts, seraient morts. Ils ne seront pas puisque Trump ne sera pas élu. Donc on a un vrai problème quand on base un accord international sur la bonne volonté. La fragilité de cela, c'est que si un grand acteur décide de finalement pas y aller et n'est pas puni pour ça, l'anticipation de ce phénomène d'exit sans coût va faire que chacun va se regarder en chien de faïence. Moi, je ne vais pas m'engager, puisque si je m'engage et que finalement l'autre ne le fait pas, je vais être confronté à un problème de fuite de carbone, donc je vais payer des coûts sans générer un bénéfice mondial. Et donc finalement, tout le monde se regarde en chien de faïence, et puis finalement, peut-être qu'on va ratifier cet accord, mais même avec un accord ratifié, ce n'est pas du tout clair que les pays respectent cet engagement, puisqu'il n'y a aucun mécanisme qui fait qu'un pays qui ne respecterait pas son engagement subirait des conséquences négatives. D'autant plus que quand vous regardez concrètement les engagements des différents pays, vous voyez que les engagements sont extrêmement peu ambitieux. Je prends l'exemple de la Chine de tout à l'heure. La Chine, quand vous regardez ses engagements, je crois
même sans problème climatique, elle aurait de toute façon commencé à réduire ses émissions de CO2 tôt ou tard, parce que, vous le savez, les grandes villes de la Chine sont complètement sous un fog épouvantable, et en tenant compte simplement des coûts des pollutions locales, rien à voir avec le CO2. La Chine a une volonté, a une obligation vis-à-vis de ses citoyens, dont elle semble commencer à s'intéresser, pour réduire les pollutions locales. Ça n'a rien à voir avec le CO2. Les réductions d'émissions de CO2 qui sont inscrites dans les INDC, les promesses volontaires de la Chine, ne sont que la transcription d'un intérêt égocentrique des Chinois pour réduire leurs émissions locales, leur pollution locale, et qui auront un bénéfice en termes de réduction des émissions de CO2. J'ai un certain nombre de collègues économistes qui ont bien mis ça en évidence. Donc, ça ne va pas marcher. Donc, je crois qu'il faut aujourd'hui réfléchir à la construction d'une coalition internationale du carbone, des seuls pays qui veulent y aller. Il est complètement clair que ça ne sert à rien de demander aux Russes, ça ne sert à rien de demander aux Saoudiens, ça ne sert à rien de demander aux Koweïtiens, aux Iraniens de s'engager à réduire les émissions de CO2. Ils ont tout intérêt à faire exactement l'inverse. Et étant donné le faible poids des citoyens altruistes dans ces pays-là, c'est peu probable qu'ils fassent quoi que ce soit en faveur du changement climatique. Et donc, il faut, je crois, se concentrer, et notez-le, ces pays ont une capacité de nuisance dans les accords internationaux, parce que dans ces accords internationaux, vous l'avez bien vu, c'est l'accord à l'unanimité qui prévaut. Une seule voix contre, le truc s'écroule. Alors maintenant, évidemment, on a un système qui est dans les accords de Paris, il faut 55% des pays avec 55% d'émissions, donc on est très loin de l'unanimité. Donc ça veut quand même dire que, dans la négociation, la capacité de nuisance de ces pays a été extrêmement importante. Je pense que c'est le Venezuela, ce que j'ai entendu, je n'y étais pas, à Paris, j'étais à New York à ce moment-là, mais mes collègues économistes qui ont participé à la négociation m'ont dit que c'est très clairement le Venezuela et l'Arabie saoudite qui se sont opposés au seul mécanisme crédible de lutte contre le changement climatique, qui est un système de prix international du carbone. C'est ces deux pays-là qui ont empêché ça, et on comprend très bien pourquoi, parce que c'est le seul mécanisme qui est efficace et crédible. OK. Je vais terminer par ce transparent, si vous voulez bien. Je suis un peu pessimiste. Beaucoup de gens disent que la science économique, c'est une science lugubre, dismal science. C'est une science lugubre parce que les économistes n'arrêtent pas de rappeler les contraintes imposées à une vie en société. La contrainte budgétaire, le problème du passager clandestin, c'est des trucs qu'on n'aime pas entendre. On aimerait bien entendre que tout le monde est altruiste et que tout le monde voudrait faire le bien de l'humanité. La réalité, c'est que ce n'est pas vrai, et tout montre le contraire, quoi. Donc, et je vais passer beaucoup de temps à vous expliquer qu'effectivement, ça posait des problèmes, en particulier sur la problématique du climat. Ce transparent vous montre une autre illustration de ce caractère lugubre de cette science. Je me suis intéressé, j'ai essayé de construire un indice qui permettait d'estimer la confiance que les gens avaient dans un accord crédible de lutte contre le climat. Un accord crédible de lutte contre le climat, ça veut dire pénaliser les entreprises qui émettent beaucoup de CO2, c'est-à-dire aller les taxer, aller les obliger d'acheter des permis d'émission quand ils émettent beaucoup de CO2. Ça va donc réduire leur profitabilité. Si ça réduit leur profitabilité, ça va réduire leur valeur sur les marchés financiers, la valeur de leurs actions, de leurs actifs, leur capitalisation boursière. Ces entreprises les moins vertueuses, elle va s'effondrer, elle va s'abaisser fortement le jour où, au niveau de la planète, on va imposer à ces entreprises peu vertueuses de payer le vrai prix des émissions qu'elles génèrent. D'accord ? Donc, on peut regarder une manière d'estimer si les gens croient en la mise en place d'un mécanisme crédible de lutte contre le changement climatique, c'est de voir si... Moi, si je crois en ce que dans 2 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans, on va mettre en place un mécanisme international crédible et efficace qui va pénaliser les pollueurs, je vais surtout faire en sorte que dans mon portefeuille, j'ai une petite épargne, que dans ce portefeuille qui représente mon épargne, je vais désinvestir des entreprises peu vertueuses parce que je sais que le jour où l'annonce d'un mécanisme efficace va être mise en place, les prix de ces actifs-là vont s'effondrer. Je préfère le faire avant. Et donc les marchés financiers sont d'ailleurs une grande machine
machine à donner des informations sur les croyances à long terme des gens sur ce qui se passera à l'avenir. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est construire un portefeuille mondial d'actifs financiers d'entreprises vertueuses, celles qui, dans chaque secteur de l'économie, sont celles qui sont les plus vertueuses, qui réduisent les émissions de CO2. Vous savez que dans certaines entreprises ont déjà, de façon interne, mis un prix au carbone. Total, mais Microsoft, des entreprises comme ça, ont déjà, dans leur calcul d'investissement, mettent déjà un prix sur le carbone. Ça va exactement dans la direction qui est désirable. Eh bien, ces entreprises vertueuses, je les mets dans un portefeuille et je compare l'évolution du prix de marché de ce portefeuille par rapport à un autre portefeuille qui représente toutes les entreprises du monde. Et je regarde la valorisation relative de ces deux portefeuilles. Et en fait, ce que j'ai fait sur ce transparent, c'est le 1er septembre 2015, parce que je croyais en les accords de Paris, en fait, je n'y croyais pas trop, mais juste pour l'histoire. Je croyais beaucoup en l'accord de Paris. Je croyais que le 1er décembre 2015, Paris allait annoncer que les entreprises non vertueuses allaient payer un max et allaient devoir se réformer, et donc leur profit allait s'effondrer, et donc leur valeur allait s'effondrer. J'ai acheté massivement ce portefeuille d'entreprises vertueuses. En faisant quoi, je me suis mis en position courte sur un portefeuille non vertueux pour acheter le portefeuille vertueux pour 1 million. Et j'ai regardé l'évolution nette de ce portefeuille. Le 1er septembre, la valeur de ce portefeuille est égale à 0, puisque j'ai acheté et vendu pour 1 million de portefeuilles. Et j'ai regardé l'évolution de ce portefeuille, et vous avez ce que vous retrouvez ici, 1er septembre 2015 jusqu'à... alors, j'ai fait ça vendredi dernier pour préparer cette présentation. Vous avez la valeur, quel bénéfice j'ai tiré de cette action. J'ai remis 0 € de ma poche et ce portefeuille a eu une valeur positive. Au moment de la COP, il y a eu un espoir. Et donc, le prix des actions des entreprises vertueuses a baissé, des entreprises non vertueuses a baissé, celui des entreprises vertueuses a augmenté, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, et aujourd'hui, en fait, oubliez les hauts et les bas, la réponse, c'est que j'ai fait 0 profit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les investisseurs autour de cette planète, les épargnants autour de cette planète, les entrepreneurs, ils ne croient pas qu'un jour, il y aura un mécanisme efficace et crédible de réduction des émissions de CO2. Je vais terminer juste par une note positive, pour contredire le caractère lugubre de ma science. On va être sauvé. Je crois qu'on va être sauvé, mais on va être sauvé par la science. Pas la science économique, hélas. On n'a pas écouté les économistes, vous l'avez bien compris. Mais si vous regardez l'évolution des coûts de production d'électricité éolien et photovoltaïque, vous avez, vous le savez, vous avez eu des baisses extrêmement importantes de coûts de production. Donc l'efficacité relative de l'éolien et photovoltaïque s'est considérablement améliorée ces 10 dernières années, ce qui fait qu'il n'est pas improbable, et certains de mes collègues aux États-Unis me disent déjà que c'est le cas aujourd'hui, que l'éolien et le photovoltaïque soient rentables même sans prix de carbone. Évidemment, s'il y a un prix du carbone, l'éolien et le photovoltaïque augmentent leur profitabilité, mais il n'est pas impossible que le coût marginal de production du kilowattheure électrique dans certaines zones, dans certains pays venteux ou ensoleillés, étant donné les toutes dernières technologies possibles dans ces secteurs-là, eh bien, ce n'est pas impossible que ce coût du kilowattheure soit déjà inférieur aussi aux 6 € le kilowattheure que je vous ai présenté tout à l'heure. Et à ce moment-là, même sans prix du carbone, on va basculer, on va faire de la transition énergétique, mais ça ne sera pas grâce aux économistes. Je vous remercie. Merci beaucoup.